Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Imo. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition, la première de 2026. Et on en profite au nom de toute l'équipe pour vous souhaiter une excellente année. Au sommaire de cette édition, on va tout d'abord s'intéresser à préparer le Paris de 2050. On va en parler avec Rehanna Teherali. Elle est City Exec Paris chez Arcadis, un bureau d'études de conseil d'ingénierie publique et privée. Elle nous indiquera comment justement on crée cette ville résiliente pour demain. Dans la même veine, la ville quart d'heure, on en avait parlé il y a quelques semaines avec Carlos Moreno et je vous propose de revoir cette interview passionnante. Suite à la sortie de son livre La ville du quart d'heure, donc concept éponyme. Et puis enfin, on s'intéressera à l'agent immobilier de 2026. Peut-il travailler sans intelligence artificielle? On en discute avec Reda Mahfoud, c'est le CEO, le patron de Orisha Real Estate. Smart Imo, c'est parti. Et on démarre ce Smart Imo pour cette année 2026 en se penchant vers ce qui va se passer dès 2050. Alors comment préparer le Paris, voire le Grand Paris de 2050? Pour en parler, on est avec une spécialiste, Rehanna Teherali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes City exécutive pour la ville de Paris chez Arcadis. Arcadis, c'est un bureau d'études, de conseil, d'ingénierie publique et privée, à peu près dans, peut-être pas tous les pays, mais dans plus de 30 pays dans le monde. Et vous, donc, vous êtes City exécutif pour la ville de Paris. En quoi consiste exactement votre rôle? Eh bien, le Global Cities Programme chez Arcadis, il était né d'un constat qui est que d'ici 2050, il y aura 6,5 milliards de personnes qui vivront en ville, ce qui représente environ 70% de la population mondiale. Là, aujourd'hui, on est déjà à 55%. Donc, ce qui veut dire que toutes les pressions que connaissent les villes, les métropoles aujourd'hui, qui sont très importantes, elles vont être grandissantes, à savoir la pression démographique, les infrastructures qui peuvent être vieillissantes, obsolètes, les logements abordables qui manquent, les solutions de mobilité aussi qui peuvent être parfois manquantes, la pression sur les ressources, toutes les conséquences aussi du changement climatique qui vont faire aggraver des choses comme les canicules, les sécheresses ou les incendies dans certaines villes du monde. Et donc, du coup, ce Global Cities Programme, l'idée, c'est de trouver les solutions et préparer les villes à cette adaptation dès aujourd'hui, en mettant à être plus résilientes et en mettant en réseau, du coup, les cités exécutives des différentes villes globales du monde pour trouver ces solutions dès aujourd'hui. Et parce qu'on se dit que c'est dans ces villes globales qu'il y a les plus grands défis qui se posent en termes urbains, mais c'est donc aussi là qu'il y a les solutions les plus innovantes qui peuvent aussi se trouver. Bien sûr. Et donc, du coup, moi, à mon échelle de City Executive Paris, mon rôle, ça va être du coup de travailler avec les acteurs locaux, publics et privés, pour mettre en œuvre justement cette ville la plus résiliente, adaptée, le Paris de 2050. Bien entendu, on entend Paris à l'échelle du Grand Paris et donc de cette ville-monde, et d'aller piocher aussi ici et là, à New York, à Londres, à Toronto, à Singapour, un peu les meilleures idées pour les adapter. Les best practices, comme Voilà, on dit. les adapter et les mettre en œuvre à Paris. Et inversement, Paris aussi peut inspirer les villes du monde sur son côté aussi. On voit que Paris se développe beaucoup ces dernières années pour rendre la ville la plus résiliente possible. Alors justement, on va s'intéresser à Paris et au Grand Paris comme exemple. Là, on se compare aux capitales mondiales. Qu'est-ce qu'on observe ou de quoi vous allez vous servir? Qu'est-ce qu'on peut importer dans le Grand Paris? Et justement, quel est l'exemple que nous, on peut donner? On est assez pionnier aujourd'hui en termes d'adaptation de notre ville, en termes de réchauffement climatique. Oui. Aujourd'hui, Arcadis intervient, la force d'Arcadis, c'est de pouvoir intervenir sur toute la palette justement de ces grands défis. On travaille à la fois sur la planification stratégique de la ville, aussi sur la transformation des actifs et des friches. On peut travailler aussi sur des grands projets d'infrastructure de mobilité, aussi sur des nouvelles formes de mobilité qu'il faut mettre en œuvre, et puis aussi sur des enjeux de résilience et de transformation, d'aide des entreprises à réduire, à diminuer leur trajectoire carbone. Donc, par exemple, à Paris, ça donne que Arcadis, par exemple, accompagne la Société des grands projets sur les projets de ligne 15 et ligne 18 du métro du Grand Paris Express. Donc on explique pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'en plus c'est en cours de travaux. La ligne 15, ça va être une grande ligne circulaire, hein, c'est-à-dire ça voilà, la en fait, grande couronne. La Société des grands projets va construire actuellement 4
ligne de métro automatique qui va relier les périphéries du Grand Paris entre elles sans avoir à Mmh. repasser par Paris. Et donc là, par exemple, nous, sur la ligne 15, par exemple, sud-est, nous avons travaillé sur la conception et réalisation de 17 kilomètres de lignes automatiques en groupement avec Eiffage et CETEC, par exemple. On travaille également, par exemple, avec Paris La Défense. La Défense, c'est un quartier qui est en reconversion totale aujourd'hui pour essayer justement de rendre cette ville plus mixte et pas seulement un lieu de tout bureau. Et donc, on accompagne les grands acteurs de l'immobilier à repenser leurs actifs. On accompagne aussi Paris La Défense à retravailler sur ses infrastructures, à végétaliser, décarboner les espaces publics. Oui. Et puis, il y a un autre projet phare, par exemple, c'était les JO de Paris 2024. On a accompagné la Solidéo dans la construction du village olympique sur la partie village des athlètes sur l'écoquartier fluvial de l'île Saint-Denis pour faire un quartier qui soit totalement réversible et d'une sorte d'excellence environnementale. Et donc ça, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir déployer chez Arcadis parce que mon homologue à Los Angeles travaille sur les Jeux Olympiques de 2028 et c'est quelque chose que Arcadis Vous allez fait pouvoir aussi. l'aider, donc. En tout cas, Pourquoi il y a pas? beaucoup de synergie qui a lieu parce que notamment, on a un grand historique de travail sur ces grands événements Mmh. sportifs notamment. Ouais, c'est vrai que Solideo, qui était une structure ad hoc, qui vient de terminer sa mission donc à fin 2025. On parle également, on a beaucoup d'implantation de data centers, on le Ouais. sait, hein, pour faire fonctionner notamment tout ce qui est intelligence artificielle. C'est indispensable évidemment à cette ville numérique, mais c'est aussi pas mal critiqué parce que c'est très énergivore. Comment on place le curseur entre attractivité numérique d'une part et sobriété urbaine? Ouais, vous avez tout à fait raison. En fait, les data centers, on voit que ça cristallise pas mal de problématiques parce que on voit que le développement de ces projets sont de plus en plus grands. On voit qu'il y a de plus en plus de besoins et que dans le même temps, on a des acteurs locaux qui peuvent aussi être parfois un peu démunis sur ces opportunités qui leur arrivent sur leur territoire, mais sans Oui. savoir vraiment par quel bout prendre le sujet. Mais c'est vrai qu'au-delà des usages qui semblent bel et bien réels et grandissants en termes vraiment de numérique, d'IA, vous en avez parlé, mais aussi en termes d'importance du sujet de la souveraineté numérique et technologique qu'on a à mettre en œuvre en France. Il y a, comme vous l'avez dit, des grands sujets d'un point de vue environnementaux, impacts qui sont très importants et qu'il faut prendre en compte, notamment parce que ça demande beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité, ça prend de la place et donc du coup de l'emprise au sol. Bien sûr. Et on peut décrire aussi le fait que finalement, d'un point de vue économique, ça ne crée peut-être pas autant d'emplois locaux. Donc c'est plein de sujets qu'on prend en compte. Et nous, en tout cas, on accompagne, que ce soit les opérateurs et les collectivités locales, les acteurs locaux, justement sur toute la chaîne de l'arrivée de ces grands projets et dès l'amont sur justement des études environnementales. Par exemple, là, on accompagne un projet qui s'appelle le campus IA à Fouju dans le 77, en Seine-et-Marne, où du coup, on va travailler à la fois dès l'amont sur les études environnementales de l'implantation de ce data center, sur la due diligence du site, mais en même temps après aussi sur des aspects de gestion de projet, sur des aspects de coordination technique, sur la création de voiries aussi autour. Donc là, on voit qu'on met en œuvre un peu toutes nos expertises, que ce soit à la Oui. fois environnementale, bâtimentaire, infrastructurelle. Et donc, on a ce rôle de conseil auprès des acteurs et notamment publics. Mais on voit aussi que se développent des projets en ville, aussi de plus en plus de data centers dans des bâtiments existants. Ouais. Ça peut être une réponse aussi, justement, parce que il y a moins d'emprise au sol du coup utilisée. On réutilise des bâtiments qui sont là. On peut aussi réexploiter la chaleur fatale des bâtiments pour les alimenter dans d'autres projets à côté. Donc on travaille sur des modèles de data centers qui diminuent au maximum l'impact Voilà. sur le territoire. Et là aussi, hein, c'est une solution mondiale qu'il faut adopter, puisque évidemment, on en a besoin un peu partout. Bah voilà, on en sait un petit peu plus sur aussi ces partenariats public-privé qu'il va falloir mettre en œuvre pour ces grands projets, notamment ce Grand Paris version 2050. Merci, Rihanna Teherali. Je Merci à rappelle que vous. vous êtes donc City Executive Paris chez Arcadis et à très bientôt dans Smartimo. Merci beaucoup.
Et dans Smart Imo, on est ravi d'accueillir le professeur Carlos Moreno. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique de la chaire Entrepreneuriat, Territoire, Innovation à l'IAE Paris-Sorbonne, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, membre de l'Académie des technologies, mais vous êtes surtout le père d'un concept, et ça c'est rare d'avoir le père d'un concept sur le plateau, la ville du quart d'heure. Un ouvrage vient de sortir, votre dernier ouvrage, même si on avait déjà les prémices de votre pensée, dans droit de citer votre précédent ouvrage, La ville du quart d'heure, une solution pour préserver notre temps et notre planète. Alors vous allez nous expliquer tout ça. Tout d'abord, professeur, vous expliquez dans votre ouvrage qu'à présent, nous devons changer. Qu'est-ce qui, selon vous, rend ce changement si urgent aujourd'hui pour nos villes ? Bien, merci pour l'invitation. Nos villes aujourd'hui, c'est les lieux où il habite la majorité de la population. En Europe, 75%. Oui. Les villes aujourd'hui sont traversées par 3 crises. La crise climatique, qui est présente tous les jours, la crise économique, et on voit bien la situation française aujourd'hui, et le délitement social, et on le voit aussi. Donc, face à ces 3 crises, nous devons proposer des solutions qui intègrent ces 3 contraintes. Décarboner, régénérer de l'emploi, régénérer de la valeur locale, créer des activités et ratisser les liens sociaux. La proximité, c'est la clé aujourd'hui pour les 3. Avec de la proximité, on décarbone avec des mobilités à pied, en vélo, bas carbone, transport en commun. Oui. Avec de la proximité, on crée de l'emploi local, du commerce, des activités, des coworking, les nouvelles manières de travailler après le Covid. Avec de la proximité, on a plus de liens sociaux dans les quartiers, dans les voisinages, dans l'espace public. C'est pour ça que c'est une solution qui permet de changer nos villes aujourd'hui au quotidien face à ces défis qu'il faut impérativement combattre. Alors dans ces défis, on a noté urgence climatique, crise sociale, fragmentation urbaine. Qu'est-ce qui constitue le moteur principal du changement ? C'est tout en même temps ? Une politique urbaine qui soit menée de manière ambitieuse pour, d'une part, offrir une meilleure qualité de vie, ce qui est aujourd'hui au cœur de la demande de nos concitoyennes, de nos concitoyens. Et cette qualité de vie, elle est liée, et je l'explique déjà dans mon précédent livre et dans celui-ci avec des exemples, il y a 6 choses fondamentales qui sont indispensables pour cette qualité de vie. Un logement digne, oui, et pas dans des lieux uniquement des boîtes à lapins, loin. Pas de cité dortoir. Exactement, mais partout, avec donc cette capacité à développer des logements sociaux, à mixité avec des logements intermédiaires et de la question de la propriété, c'est fondamental. Du commerce de proximité, des lieux de santé, on a vu avec le Covid la difficulté, donc des lieux pour avoir de la santé, de l'éducation, de l'accès à la culture, des espaces publics de qualité, oui, et des nouvelles manières de travailler. On voit la crise qu'il y a à Paris, à La Défense, qui montre bien la chute de ces business models des quartiers qui étaient faits uniquement pour travailler. La crise à la Défense, et nous sommes aujourd'hui impliqués parce qu'on est titulaire d'une mission donnée par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, pour proposer des nouvelles polarités économiques. Voilà, donc ce sont des choses très concrètes. On n'est plus dans les concepts, on est dans l'implémentation et la réalité. Carlos Moreno, en vous écoutant, j'ai l'impression que la ville du quart d'heure, où tout est à proximité, c'est l'anti-métro boulot-dodo. Ou en tout cas, on a le boulot d'un côté, le dodo de l'autre, et puis les loisirs quand on peut. Est-ce qu'il y a déjà des exemples de cette ville quart d'heure ? Est-ce qu'elle existe en 2025 ? Oui, tout à fait. Vous avez résumé parfaitement. Donc, on est vraiment à l'encontre de ces métros boulot-dodo qui a beaucoup de conséquences sur le plan écologique, sur le plan également social. Les gens, ils perdent leur temps dans des transports obligés. Donc, nous voulons surtout passer des transports obligés aux transports choisis avec ces modes différents de vivre et de travailler. Des exemples, j'en donne beaucoup puisque ce concept est né à Paris, tout le monde le sait, avec Anne Hidalgo pour sa campagne électorale, pour sa réélection, quand elle a proposé la ville du quart d'heure. Aujourd'hui, c'est une réalité palpable, mais ce n'est pas qu'à Paris. On les voit en France, même des villes comme Mulhouse, dans le Grand Est, des petites villes de 5 000 habitants,
comme Saint-Hilaire de Bretmas entre Alès et Avignon. Ici, en Île-de-France, une petite ville de 4500 habitants comme Tréport-sur-Seine, mais on l'a vu aussi à Nantes. Mais c'est aussi le cas en Europe, des grandes villes comme Rome, des grandes villes comme Milan, des petites villes en Pologne de 15 000 habitants comme Rzeszów. Mais globalement, on a créé un observatoire qui s'appelle l'Observatoire mondial de la proximité durable, avec UN Habitat, donc on est les Nations Unies, et la plus grande organisation mondiale des maires, qui s'appelle CGLU. Et on a accueilli les 4 et 5 septembre des représentants des 5 continents. Oui, puisqu'on trouve aussi Séoul, Melbourne se sont inspirés avec cette ville du quart d'heure. Séoul, Melbourne, Portland. On trouve des quartiers à Tokyo, on trouve en Afrique, donc à Sousse, en Tunisie. Et dans ces livres-là, la 3e partie, je prends dans chaque continent 2 exemples concrets de cette transformation. Et on trouve de tout, y compris des pays. Il faut savoir que l'Écosse a voté, le Parlement écossais, en décembre 2023, ce qu'ils s'appelle les territoires des 20 minutes dans l'Écosse, parce qu'il ne faut pas se formaliser sur le nombre de minutes. Donc on trouve le territoire des 20 minutes, le territoire de la demi-heure, la ville des 10 minutes, comme en Utrecht, en Hollande, voilà. Donc on dit aujourd'hui la ville ou le territoire des X minutes pour montrer que ça fonctionne, y compris en France, dans les Landes, dans les territoires, dans la ville de Sète, les Sicoval à Toulouse, voilà. Il y a une profusion de tout type de proximité. Donc aujourd'hui, ce concept, finalement, il s'étend. On est plus dans une smart city ou dans une living city, c'est-à-dire une ville intelligente, qui a fait aussi Flores à une époque, ou dans une ville à vivre. Exactement, je viens de ce monde-là, parce que tout le monde le sait, ma carrière s'est déroulée entre les mathématiques et les sciences de l'information. Oui. Et effectivement, je suis venu à la ville par les villes intelligentes, le Smart City. Et effectivement, j'étais à la tête d'un mouvement mondial pour dire, plus que de l'intelligence, il nous faut surtout être heureux à l'endroit où nous vivons. Et donc, ça s'appelle la ville vivante, la Living City, vous l'avez dit un instant. Et donc, cette ville de proximité, qu'on appelle la ville de la proximité heureuse, elle a beaucoup de succès parce que ce n'est pas une recette, ce n'est pas un business model. On ne paye pas pour être dans cette ville-là. C'est une politique urbaine qui est proposée pour qu'elle soit adaptable en fonction du contexte, du continent, de la culture, de l'économie, de la géographie. Et donc, chacun, dans son lieu, peut l'adapter et peut la faire devenir une nouvelle réalité. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde entier. La proximité est un concept qui vient depuis une centaine d'années, quasiment en même temps que les voitures sont devenues les modèles de vie dans les villes avec la zonification, donc la charte d'Athènes, Le Corbusier, pour ceux qui savent donc que nos villes modernes sont bâties par des lieux spécifiques, les zones d'activité pour travailler, les zones pour vivre, les zones pour avoir de la culture. Toujours a eu un mouvement de résistance pour recréer, comme vous l'avez dit, des villes dans lesquelles il fasse bon vivre. Et aujourd'hui, on est arrivé au bon moment avec ces concepts, crise climatique, crise économique, crise de l'immobilier et du logement, qui fait que on est à la pointe, et c'est reconnu au niveau mondial. Je reçois énormément des prix. Mes livres sont traduits aujourd'hui en 11 langues, bientôt 13, les Chinois et les Chinois simplifiés pour la Chine et pour Taïwan. Et je suis donc à 16 livres aujourd'hui et 22 avec les 5 nouveaux qui sortent dans quelques jours. Et ben voilà, en tout cas, ça vient de sortir dès tout début octobre, La ville du quart d'heure, pour tout comprendre de ce concept dont vous êtes le père. Merci Carlos Moreno. On retiendra la ville de la proximité heureuse. Ben, on se le souhaite en tout cas pour les années à venir. Et puis c'est une urgence également climatique. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique de la chaire Entrepreneur Territoire Innovation, IAE Paris-Sorbonne, membre de l'Académie des Technologies. C'est un plaisir de vous avoir dans Smart Imo. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Et dans Smart Imo, pour ce début 2026, on va se poser cette question. Est-ce qu'on peut réellement être agent immobilier performant sans intelligence artificielle pour cette année et les suivantes? C'est la question qu'on va poser à notre invité, Reda Mahfoud. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes le patron de Orisha Real Estate et vous avez pas mal d'analyses, de données, puisqu'on a vu que déjà pratiquement les 2/3 des agents immobiliers, on en a croisé d'ailleurs pas mal au RINT, au salon du Real Estate Nouvelle Technologie, c'était fin d'année dernière, utilisent déjà cette intelligence artificielle. Alors,
comment ils l'utilisent? Est-ce que vous avez déjà un panorama de ces agents? Comment ils s'en servent aujourd'hui de l'intelligence artificielle? Alors, la question est importante parce que derrière l'IA, on met beaucoup de choses. Et aujourd'hui, l'agent immobilier utilise l'IA pour plusieurs cas d'usage qui sont eux-mêmes très différents. Il y en a un premier qui est autour de la productivité, qui Oui. est assez basique, qu'on connaît tous, qui est d'aller plus vite dans l'utilisation de ces tâches quotidiennes, dans la réalisation d'un certain nombre de demandes via des prompts, via des GPT, tout ça. On y est tous habitués maintenant. Il y a des choses qui sont plus spécifiques au monde de l'immobilier, notamment la partie réactivité vis-à-vis d'un certain nombre de demandes, vis-à-vis du traitement de mail, vis-à-vis d'une capacité à répondre 24 heures sur 24, par exemple, à des sollicitations. Il y en a une autre qui est pour le coup très spécifique à l'agent immobilier dans le cadre d'un mandat qui est le monde de l'estimation immobilière. Oui. Là encore, on a beaucoup d'outils IA désormais qui viennent affiner ces cas d'usage-là. Et puis le dernier, qui est sans doute le plus important, c'est la capacité à être visible et donc la production de contenu, à la fois pour valoriser ses avis ou pour, de façon un peu plus classique, être en capacité de faire son propre marketing quand on est agent immobilier ou mandataire. Voilà, quelques cas d'usage dans l'IA. Le problème, Reda Mahfouz, c'est que les clients, eux aussi, se servent de l'IA et donc sont de plus en plus informés. On a une espèce de compétition comme ça où on a envie de se demander, aujourd'hui, l'agent immobilier, comment il reste en avance par rapport à un client qui est également ultra informé, qui a aussi ses outils à disposition, qui a ChatGPT qui finalement peut lui donner une réponse instantanée. Alors, ce cas, il est important. Là, on est dans le registre de l'estimation. Oui. C'est effectivement là-dessus qu'on est en capacité désormais en tant que client ou en tant que non-expert de l'immobilier d'avoir un avis relativement éclairé sur ces sujets. Le bénéfice qu'on y voit, c'est que l'estimation qui désormais est enrichie, appuyée par de l'IA, elle objective énormément l'acte de l'achat. Et donc la data vient remplacer une part de risque que comporte le monde de la transaction immobilière de façon générale. Et donc la réduction du risque de se tromper pour l'acquéreur, la réduction du risque de se tromper pour la personne qui est en vente, se fait par l'intermédiaire des outils de l'IA. Et donc, en définitive, l'agent immobilier vient rapprocher et réduire ce niveau de risque parce qu'il est appuyé par des outils qui sont plus fins, appuyé par des algorithmes, appuyé par de l'IA. Et donc le client, en définitive, se retrouve complètement bénéficiaire de ces évolutions. Ouais, on voit finalement l'intuition, le feeling, finalement le métier ne suffit plus face à la data, ou alors plutôt il faut les deux. Il faut les deux. Il faut, pour l'agent immobilier, être en capacité de s'en servir, mais il faut aussi être en capacité de l'expliquer. Et c'est là où la production, là on va plus dans le registre de l'IA générative, la production de rapports, la production d'éléments étayés, documentés, qui viennent capter un certain nombre d'informations publiques sur Google Maps, sur les cadastres, et de rassembler tout ça et de produire un rapport d'estimation est quelque chose qui désormais devient de plus en plus incontournable si on est sur ce segment très spécifique de l'estimation. Ouais, c'est ce que vos outils aujourd'hui permettent de faire, c'est-à-dire vous arrivez à agréger comme ça toutes sortes de données pour en faire des métadonnées. Tout à fait. Notre rôle, Orisha, est effectivement de fournir aux professionnels de l'immobilier des outils pour leur donner plus de vitesse, de pertinence, de productivité. Et donc l'IA répond à ces trois segments, ces trois volets qui sont dans les trois cas fondamentaux. Et notre mission, effectivement, en tant que leader de ce secteur, est d'être en avance de phase sur les évolutions. Ouais, alors on prédit beaucoup de la fin, ça peut être la fin des journalistes, la fin des notaires, la fin des médecins. Est-ce qu'il y aura une fin de l'agent immobilier tel qu'on le connaît, ou est-ce que justement on va vers un agent immobilier augmenté avec ces outils? Vous aviez parlé de productivité, vous avez parlé des réseaux sociaux, bien sûr des estimations. Alors sur les estimations, on sait désormais comment sur les deux autres plans, que ce soit sur la productivité au quotidien ou sur sa notoriété, son branding, peut-il faire pour justement performer en 2026 cet agent immobilier? Alors, on est assez convaincu que l'agent ne sera pas remplacé, même qu'il ne sera jamais remplacé, pour une raison simple, qui est que les trois volets de l'IA, tels qu'on les voit en train de se développer, répondent tous à un seul et même objectif, qui est d'augmenter l'agent et surtout pas de le remplacer. La vitesse, la productivité, la capacité à communiquer en externe, tout ça permet à l'agent de se décharger d'un certain nombre de tâches et, par conséquence, d'être plus présent auprès des clients, d'être plus au contact de ses visites et de réduire, en définitive, le délai qui se trouve entre le moment où il rentre un mandat et le moment où la transaction se fait. La valeur ajoutée de l'agent immobilier, elle est avant tout humaine, elle est relationnelle, elle est d'être en contact avec ces personnes-là et de les rapprocher. Donc, cette dimension-là, très humaine, fait que l'agent immobilier, d'ailleurs,
un peu plus que d'autres métiers, notamment que vous avez cités, sera, je pense, protégé sur le long terme et plutôt augmenté sans trop de doute. Ouais, donc les outils, on a dit juste pour la productivité, bah, ça tout le monde le sait, donc ça va être par exemple recueillir la donnée, mais aussi communiquer vis-à-vis de ses clients. Est-ce qu'il y a des cas d'usage? Parce que c'est une vraie question, Namafood, hein. Aujourd'hui, on voit que bah, les hyperscalers, comme on dit, investissent des milliards dans cette intelligence artificielle, mais au niveau des cas pratiques, on se dit, mais sur quoi ça va donner finalement? Est-ce qu'il y a déjà des applications concrètes que vous utilisez peut-être au sein d'Erisha pour dire, bah voilà, nous, c'est ça qu'on a mis en place et ça fonctionne? Oui, vous avez parlé de production de contenu. Ce point-là, il est fondamental puisque avant l'ère de l'IA, le contenu, les réseaux sociaux ont connu une très très forte croissance et sont toujours en croissance. Et donc la démultiplication des contenus et l'IA générative vient complètement faire exploser cette volumétrie, ce qui fait que l'agent immobilier, dans son quotidien et en particulier dans le monde des mandataires, est obligé de communiquer plus qu'il ne le faisait auparavant, puisqu'il y a une course à cette production de contenu. L'IA va venir appuyer cette production de contenu, mieux la cibler, mieux la valoriser. Si on n'a pas ça, on communique un peu partout, n'importe comment, et on perd beaucoup de temps. Et donc, on a, nous, fait l'acquisition d'une société qui s'appelle HappyBots en septembre, qui répond exactement à cette demande-là. Et HappyBots, c'est une société qui permet, via un modèle d'IA, de valoriser des avis, de faire du marketing sur les réseaux sociaux de façon automatique et de façon multidiffusée, c'est-à-dire en gagnant un certain nombre de... Donc ça, c'est un exemple qui est un premier exemple. Un deuxième, pour aller un peu plus vite sur ces cas d'usage. Aujourd'hui, un agent immobilier qui a besoin de créer une annonce, de rédiger une annonce, de la diffuser. Avant, il le faisait peut-être en 2 heures, 3 heures. Aujourd'hui, il va le faire en une demi-heure, puisqu'il va avoir des outils qui vont produire cette annonce, la multidiffuser, la valoriser, et puis produire des photos qui vont être elles-mêmes améliorées par l'intelligence artificielle. Et donc, ce temps de production très administrative, quelque part, est réduit. Et aujourd'hui, ça, c'est des choses qui sont déjà dans nos outils. J'ai une dernière question, c'est justement sur l'adoption. Et je crois que ce n'est pas forcément une question d'âge. Il y en a voilà, qui sont peut-être seniors, mais très geeks. D'autres, au contraire, qui sont plus jeunes, mais pas tellement intéressés par ces nouvelles technologies. Comment on se met le pied à l'étrier, là, pour ceux qui nous regardent, peut-être qui sont en train de se dire, quel que soit leur domaine d'ailleurs, j'ai envie de m'y mettre, allez, 2026, je m'y mets vraiment. Comment on fait pour les accompagner? Parce que ce n'est pas toujours évident. Alors, il y a une première dimension qui est la dimension comment est-ce qu'on s'équipe. Aujourd'hui, ce qu'on pense être la bonne manière de faire pour un agent immobilier, c'est à travers les outils qu'il utilise, d'enrichir son écosystème, ses solutions. C'est comme ça que nous, on aborde en tout cas le sujet. On a un écosystème qui est mis au service de nos agents immobiliers, qu'on enrichit, soit en développant nous-mêmes des solutions, soit en créant des partenariats et en connectant ces partenariats à nos propres outils. Donc brique par brique finalement. Brique par brique, mais à travers un écosystème unique. Ce qu'on déconseille de faire, ce qui est justement le pendant de ce que je viens de dire, c'est d'aller chercher des solutions un petit peu gadgets, de les tester, de les connecter, de mettre l'agent immobilier dans une situation dans laquelle, au quotidien, il faut qu'il teste l'outil A, puis l'outil B, puis l'outil C, qu'il soit un petit peu perdu au milieu de tout ça. Ensuite, si je sors de la dimension outil, ce qui est fondamental, c'est de s'y mettre, et c'est justement de s'y intéresser. Les outils sont faits pour que ce ne soit pas compliqué. En revanche, effectivement, il faut y aller, puisqu'il y a d'autres choses qui arrivent, notamment l'agentique de l'IA, qui va être l'étape suivante dans les prochaines années. Et voilà, on aura l'occasion d'en reparler justement, ces agents IA, alors sans nous remplacer, qui vont compléter en tout cas ce travail. En tout cas, bonne décision, c'est le moment des résolutions. Donc 2026, voilà, on passe à l'IA, en tout cas on teste, peut-être tout doucement, mais on s'y met. Merci Namafood, je rappelle que vous êtes donc le patron CEO de Orisha Real Estate. Cette édition de Smart Imo se termine, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. À très bientôt.